Il nous a semblé nécessaire de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui est au fait du sujet, notamment Céline Calvez, qui est la vice-présidente de la commission culture et éducation à l'Assemblée nationale. Et donc elle connaît bien les questions autour de l'éducation, elle travaille assez proche du ministre. Donc vous avez une parlementaire qui est totalement à même de pouvoir répondre à vos questions, puisqu'elle suit ça au quotidien, encore même ce matin, je le disais. Donc voilà, je pense que plutôt que de fantasmer sur un certain nombre de choses, le mieux, c'est de poser la question aux personnes qui sont impliquées, qui font les lois. Et donc vous avez cette opportunité-là. Donc la PEP est très heureuse de pouvoir avoir ce pouvoir, Madame la députée. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Bonsoir, je suis ravie d'être là puisque aujourd'hui ça va être l'occasion d'échanger sur ce qui fait l'actualité dans les cours d'école, qui est le projet de loi de Jean-Michel Blanquer. Mais avant cela, j'aimerais bien recontextualiser ce qu'on fait. En fait, il y a un constat à établir sur le système éducatif français. Aujourd'hui, il est valorisé dans le monde parfois comme un très bon système puisqu'on a réussi quand même à pouvoir engager un maximum d'élèves et assez tardivement dans les études. Sauf qu'il est profondément imparfait, profondément inégalitaire. Imparfait parce que vous avez un élève sur 5 qui ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux quand il sort de l'école primaire. Imparfait puisque vous avez à la sortie du lycée des personnes qui n'ont ni formation ni emploi et ce qui fait que dans les 20-24 ans, vous avez 24% qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc c'est imparfait. Et puis c'est inégalitaire puisque à force de vouloir chercher l'égalité à l'école, eh bien, on n'a pas forcément été dans l'équité. Et on a donné peut-être autant à ceux qui avaient déjà un capital social et qui pouvaient le développer et trouver dans l'école une manière de le prolonger. Et puis ceux qui n'en avaient pas, qui avaient des difficultés, qu'elles soient sociales, qu'elles soient au niveau du langage, et à qui il fallait donner plus. Donc, au lieu de rétablir et de réduire ces inégalités, on n'a fait que les prononcer. Donc, dans ce cadre-là, depuis 2017, l'idée a été de mettre en place des dispositifs qui vont renforcer le niveau général de notre nation, mais aussi qui va renforcer la lutte contre les inégalités. On peut parler des dispositifs de dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones prioritaires, donc là où on en a le plus besoin, là où les élèves ont encore plus besoin d'accompagnement. On peut parler de ce qui a été mis en place au collège comme les stages de réussite, devoirs faits, qui vont renforcer l'accompagnement personnalisé. On va renforcer aussi l'école inclusive. L'école inclusive, c'est ce terme par lequel on va désigner le fait qu'à l'école, que vous soyez porteur d'un handicap ou pas, vous êtes accueilli et vous avez des instruments pour réussir. Ça, ce sont des éléments qu'on a pu mettre en place. Aujourd'hui, le projet de loi qui a été débattu en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi qui s'intitule « École de la confiance ». Ce projet de loi, il a été notamment instillé parce qu'il y avait un nécessaire dispositif qui est lequel ? Qui est que tout se joue avant 6 ans, souvent on entend ça. La maternelle aujourd'hui, si elle concerne 97% des élèves, 97% sont scolarisés, il y a quand même ces 3%, ça vaut le coup de les mettre à l'école parce que c'est là où ils vont dépasser leurs conditions sociales, c'est là où ils vont pouvoir apprendre à parler, c'est là où ils vont pouvoir apprendre à faire société avec un petit groupe, de ne pas les retrouver reclus sur leur cellule familiale. Donc on décide de rendre obligatoire l'abaissement de l'instruction à 3 ans. Et puis, comme une loi, on n'en fait pas tous les 5 du mois, on décide aussi de s'en saisir pour impulser les différents éléments qui vont contribuer à l'école de la confiance. L'école de la confiance, ça va passer notamment aussi par la possibilité d'expérimenter, la possibilité d'évaluer. Ça passe aussi par la possibilité de susciter des vocations en favorisant le pré-recrutement et permettre à des assistants d'éducation de devenir plus facilement professeur, d'être suffisamment motivé pour passer le concours et devenir professeur. Il y a tout un tas de dispositifs parmi cet article de loi et il y en a tout un tas qui font l'objet de multiples interprétations qui sont des fausses interprétations.
Là où on a voulu rendre obligatoire l'école à 3 ans, on voit des fausses informations qui disent qu'on veut supprimer les écoles maternelles au profit de jardins d'enfants. C'est quand même complètement fou. Là où on a voulu mettre en place avec les établissements des savoirs fondamentaux une façon non seulement pour les élèves de vivre mieux le gap entre le primaire et le collège, mais aussi de pouvoir décharger plus facilement les directeurs, les mettre en réseau, eh bien on aboutit à cette fausse information qui est qu'on veut supprimer les directeurs. C'est complètement fou d'arriver à l'opposé de ce que l'on veut faire dans ce qui est véhiculé. Donc nous, notre travail en tant que parlementaire, c'est de pouvoir rencontrer les différents acteurs de la communauté éducative pour expliquer comment on en est arrivé là pour cette première lecture et d'imaginer comment on peut améliorer avec cette lecture devant le Sénat et quand elle va revenir devant l'Assemblée nationale, ce qui doit être cette loi d'école de la confiance. Et de bien rappeler qu'une loi, ce n'est pas le seul instrument par lequel on va pouvoir créer cette école de la confiance. Et donc, dans cette école de la confiance, toutes les parties prenantes de la communauté éducative ont leur place. Et les parents d'élèves aussi. Donc, j'espère que lors de cet échange, on va pouvoir aussi parler de votre place au sein de la communauté éducative. Merci Madame la députée. Maintenant, on passe aux questions. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur le statut des directeurs et directrices d'école. Pour moi, c'est fondamental. Il avait été question le ministre avait dit qu'il redonnerait un poids aux directeurs. Je l'ai lu dans plusieurs communiqués qu'il avait fait, que ce soit articles ou autres. Et là, il n'en est rien. On a l'impression que voilà, on sait très bien les directeurs et les directrices qui sont débordés. Souvent, ils ne sont pas déchargés. Ils sont à demi-déchargés. C'est le cas chez nous avec des très gros effectifs. Voilà, je voudrais vraiment qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui me tient tous à cœur. Merci. Et vous avez raison, il y a eu à l'été dernier, il y a eu cette question du statut qui a été soulevée par ces travaux donc de Valérie Bazin-Malgras et Cécile Rilhac, qui était une hypothèse. Cette hypothèse, pour l'instant, pour la mettre en place, c'est pas encore complètement abouti. Alors vous pourriez me dire oui, mais alors si on met en place cet outil qui est la création d'établissements publics de savoirs fondamentaux et que de l'autre côté on ne met pas le statut, on a l'impression qu'il y a un recul et ça a mené à ce qu'il y ait cette information comme quoi les directeurs seraient supprimés. Je pense que sur le statut, il faut encore poursuivre, mais il ne faut pas s'arrêter et dire tant que le statut n'est pas là, on va supprimer de ce projet de loi cet outil qui a déjà été mis en place au sein des écoles du socle et qui fait ses preuves. C'est-à-dire que, j'en parlais encore tout à l'heure avec un de mes collègues de Normandie, qui est allé voir une école du socle où il y a, au-delà même d'une coopération et d'une facilitation du passage de l'école primaire au collège, il y a aussi une innovation pédagogique qui est apportée parce qu'il y a eu, depuis plusieurs années, je crois que ça fait 5 ans qu'ils ont mis ça en place, il y avait cette idée de faire autrement. On ne va pas s'empêcher, parce qu'on n'a pas toute la réponse sur le statut, de donner un outil qui est la création de cet établissement. La crainte, c'est que, effectivement, en juillet, on parle de l'hypothèse de créer un statut, mais on n'y répond pas tout de suite. Et puis, quelques mois plus tard, 8 mois plus tard, vous avez cette question de l'établissement public des savoirs fondamentaux qui arrive, et on a l'impression que c'est ça qui est la réponse au manque de statut des directeurs ou des directrices. Or, ce n'est pas le cas. Ça doit s'appliquer à des cas spécifiques et ça répond surtout à un besoin pour l'élève de ne pas subir ce passage-là de manière trop tranchée. Je vais vous donner une anecdote. Ce matin, je parle avec la directrice de l'école de mon fils, qui est en maternelle. Et donc, on parle de ce point en particulier. Et dans son argumentation, elle me dit, mais en fait, avec la création de ces établissements publics, ça va nous prendre du temps, et de toute façon, avec le collège, avec le principal du collège, ça se passe pas bien, donc on ne travaille pas ensemble. Je fais, mais vous êtes en train de me dire que justement, vous ne travaillez pas ensemble. Et ce qui fait que peut-être que les CM2 qui étaient dans un établissement avant, les CM2 que vous aviez, comme vous ne travaillez pas avec le principal, forcément c'est dur pour eux. Donc il ne faut pas se retrancher
derrière on va dire, ce n'est pas parce qu'on a donné une réponse la plus satisfaisante possible sur le directeur qu'on veut les supprimer. C'est faux. Et c'est d'ailleurs assez remarquable. Sur les fausses informations qui circulent, il y en a deux principales qui prennent le contre-pied total de ce qui est mis en place. On parle en ce moment donc, de l'établissement public des savoirs fondamentaux, où on met en place cette possibilité pour des établissements de se mettre en réseau pour pouvoir mieux travailler ensemble. Eh bien, ça aboutit à on veut supprimer les directeurs d'école primaire. Autre fausse information qui est en contre-pied total, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a ah oui, mais ce projet de loi vise à supprimer les maternelles, alors qu'on rend la maternelle obligatoire. C'est venu d'une polémique parce que les jardins d'enfants, on leur permet de pouvoir en 2 ans faire leur transformation parce que les jardins d'enfants ils vont disparaître, ça va plutôt être redirigé vers les écoles maternelles, cet accueil. C'est complètement fou que la volonté de départ, et que même en ayant étudié ce qui pourrait être des effets pervers, on en a suffisamment parlé, mais c'est détourné par les uns et par les autres dans l'exact contre-pied. Donc c'est pour ça que je vous faisais part de ma surprise en introduction. Donc, pour répondre à votre question, la création d'établissements publics de savoirs fondamentaux n'est pas la réponse unique et définitive à la question du statut des directeurs et directrices. Il y a eu des maladresses qui ont été faites dans certains rectorats où il y a eu un emballement d'application automatique de ce que seraient les réseaux ainsi créés. Ce n'est pas le cas. Les personnes se sont fait recadrer. C'est une volonté sur un territoire associant les élus, les directeurs, les principaux, de toute la communauté éducative. Donc là, il faut qu'on reprécise le rôle du conseil d'école là-dedans. Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'ai bien entendu ce que vous disiez par rapport aux établissements des savoirs fondamentaux. Je suis directrice d'école depuis 10 ans. En fait, si on replace le directeur dans l'histoire de l'école, il ne faut pas oublier que le directeur, il appartient au premier degré et que, si vous voulez, toutes les fake news, ou en tout cas toutes les inquiétudes qui sont portées à ce projet, portent aussi sur le fait qu'en France, et c'est spécifique à la France, il n'y a pas un corps de métier, on va dire, unique. Les professeurs se sont séparés en 2. Il y a le premier degré et le second degré. Et avec des spécificités bien particulières. Et donc, ce projet, il a été annoncé sans qu'il y ait ce replacement, on va dire, dans l'histoire. Et du coup, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et notamment, si on prend aussi l'exemple de ce qui se passe à l'étranger sur les lycées français, etc., on peut imaginer que c'est un petit peu ce qui est calqué, c'est-à-dire le lycée français qui englobe la maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Et en fait, ça fait une entité assez grande, mais dans un territoire qui est quand même assez unique. Alors que les personnes qui sont en ruralité, je ne parle pas pour mon cas, mais les personnes qui sont en ruralité, ça leur paraît assez démesuré dans la mesure où déjà eux, ils sont éparpillés. Et quand bien même il y ait cette liaison avec le collège, parce que comme vous disiez, il y a quand même des choses qui sont mises en place depuis des années et qui fonctionnent, la réponse qui a été donnée avec ce projet, elle suscite cette inquiétude. C'est-à-dire qu'on se dit, au final, s'il y a un regroupement, on n'a pas besoin d'avoir une personne référente dans chaque école, comme il se passe à l'heure actuelle. Donc, et forcément, si on connaît bien les chiffres de l'éducation nationale, il y a 45 000 directeurs en France, il y a 1200 circonscriptions. Et là, on peut se dire que ça va être compliqué quand même de donner un statut à 45 000 personnes. Parce que vous ne parlez jamais de budget, mais je pense qu'il y a quand même une question de budget dans cette histoire.
Et donc, on peut imaginer, et je pense que c'est aussi là où vous n'allez peut-être pas jusqu'au bout de vos précisions dans ce projet, c'est que si vous n'avez pas fait le choix du statut, c'est qu'il n'est pas possible pour l'instant, en fonction de contraintes budgétaires, en fonction du fait qu'il y ait deux degrés, il y a le premier et le second degré, donc pouvoir intégrer tout le monde dans un même degré, ça voudrait dire que les professeurs des écoles aient aussi le même salaire que des professeurs du second degré. Donc je pense que les inquiétudes, elles sont aussi portées sur les non-dits. Alors, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Non mais merci, vous avez raison de préciser sur la question de la distinction entre le premier degré et le second degré. Moi la semaine dernière, quand j'ai reçu des directeurs de Levallois et Clichy qui étaient bien sûr inquiets, je leur ai fait relire l'article 6 quater tel qu'il existe. Il est bien précisé que l'adjoint du principal qui serait nommé est issu du premier degré, et il est précisé qu'il y a dans les établissements, on garde un directeur et une directrice. Il n'y a pas de fusion. Donc il y a encore cette distinction du premier et du second degré. Quant à votre question sur les contraintes budgétaires, c'est notamment ça qui fait qu'on n'a pas de réponse définitive sur la question du statut. Et c'est pour ça que je répondais à une autre participante en disant que la création des établissements public des savoirs fondamentaux n'est pas la réponse à la question du statut. C'est une réponse qui est offerte à la communauté éducative dans des cas spécifiques dont elle peut s'emparer, mais qui n'est pas vocation à être dupliquée partout. Et quant à la question du statut, pour moi, il faut encore l'approfondir. Mais dans le cadre de ce projet de loi, il était trop tôt pour le faire, parce que justement, on doit sans doute lever des contraintes budgétaires là-dessus. Donc il faut bien distinguer. Vous savez, moi j'étais la première, je suis la première à déplorer que quand je vois un directeur ou une directrice, j'ai l'impression qu'il doit tout faire et que il n'a pas forcément en plus l'autorité suffisante, c'est-à-dire que le temps, les moyens, l'autorité suffisante sur sa communauté d'enseignants et d'enseignantes. Donc la question de la libération de ces moyens et la création du statut en fait partie. C'est quelque chose qu'on aimerait bien pousser un peu plus. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette réponse. La réponse que nous donnons à travers cet article 6 sur la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux, c'est une possibilité. Ce n'est pas la réponse à la question des directeurs et directrices. Et franchement, au contraire, c'est une façon d'alléger ce qui peut être fait pour les directeurs et les directrices. On peut imaginer des mutualisations quand vous avez de l'administratif à faire. Peut-être que de faire partie d'un réseau d'établissements, on va pouvoir peut-être se passer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas bénéficier d'un apport de secrétariat qui va vous délester les 3 heures que vous passez sur un tableur Excel, alors que la secrétaire, elle va juste faire ça, et elle va faire ça en une demi-heure. C'est très bien. Donc je pense que ça ouvre plutôt cette voie. Mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être généralisé. C'est un outil. Alors j'ai une petite question, parce qu'il y a dans le texte tel qu'il est actuellement, lorsqu'il parle du conseil d'administration de ces établissements, malheureusement, les parents ne sont pas reprécisés. Donc on pourrait dire de manière induite que c'est le cas, puisque le conseil d'administration n'est pas censé changer avec ça. Mais effectivement, sont recités un certain nombre de gens de la communauté éducative et on a oublié les parents. Donc c'est une petite maladresse et je crois qu'il serait assez nécessaire de repréciser la place des parents au sein du conseil d'administration, notamment de ces établissements. Alors, le conseil d'administration, et puis finalement, c'est définir c'est quoi la communauté éducative. Tel que le ministre le présente pour l'instant, et il l'a fait le week-end dernier sur l'idée d'un amendement, alors qu'il soit gouvernemental ou parlementaire, peu importe, mais c'est que la création de ces établissements soit soumise à l'accord de la communauté éducative. La communauté éducative, elle est définie actuellement dans le Code de l'éducation. Je me retourne vers Christophe Brunel, je crois qu'on avait regardé sur la communauté éducative. Il y a un article qui la définit. Il y a les parents d'élèves dedans. Donc on pourra repréciser, c'est bien de pouvoir le pointer. C'est qu'il faut qu'on puisse...
À partir du moment où c'est flou, on a toujours l'occasion de dire bah non, on va le faire rentrer dans la loi. Si on pense que c'est ça qui va générer plus de confiance. Si la loi s'appelle École de la confiance, mais qu'on n'a pas réussi à être suffisamment clair dans les articles pour la générer, c'est vrai que c'est dommage. Vu l'état d'incompréhension, de doute qu'il y a pu y avoir, c'est que dans sa rédaction actuelle, la création des établissements génère pas assez toute la confiance. Mais l'esprit est là et on a bien identifié les changements qu'il fallait faire dans les suites de la lecture. On avait une question, mais c'est peut-être déjà trop approfondi en termes d'organisation par rapport à la maternelle qui devient obligatoire à partir de 3 ans. On pouvait lire sur des tracts de syndicats que ces nouvelles, le fait de rendre cette maternelle obligatoire pourrait éventuellement changer le fonctionnement de la maternelle qui aujourd'hui permet de laisser, en tout cas pour le premier niveau de maternelle de petite section, une certaine souplesse avec des enfants qui, s'ils veulent faire la sieste, font la sieste, des enfants qui, s'ils rentrent chez eux l'après-midi, ils ne reviennent que le lendemain matin. Et il y a des questions qui sortent sur le fait de tout ça va changer. Maintenant, ça va être comme presque limite un mini CP à 3 ans et hop, on va bosser de 8h30 à 16h30 non-stop. Et cette espèce d'entrée en douceur en élémentaire va s'accélérer et va probablement induire plus de fatigue, plus d'angoisse aussi chez les parents. Mais c'est peut-être déjà du détail d'organisation que vous n'avez pas encore envisagé ni... Alors, ça ne relève pas forcément de la loi. Par contre, la question de l'assiduité, vous avez raison. Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a la période d'adaptation. Alors, surtout quand on a des enfants qui sont nés au mois de décembre et c'est pas la même chose. Ils ont quand même pas la même maturité. Moi, je pense qu'il faut distinguer ce qui est la période d'adaptation de ce qui est le non-respect du caractère obligatoire de l'école durant le reste de l'année. Je fais référence à des discours qu'on m'a tenus quand ma fille était en maternelle, où on m'encourageait à partir en vacances en maternelle hors des périodes scolaires parce qu'après ça allait être obligatoire au CP. Et je me suis dit c'est fou que ça me surprenne parce que pour moi l'école maternelle, c'est l'école, je ne veux pas partir hors des vacances. Pour moi, ça faisait partie. Donc c'est pour ça que je distinguerais. La période d'adaptation, et j'imagine que ça peut être un peu l'objet d'un contrat entre l'école, un contrat moral, un contrat d'engagement entre l'école et les parents. Si effectivement j'ai envie de dire, moi pendant les 6 premières semaines avant les vacances de la Toussaint, connaissant mon enfant et vu comment il a été gardé avant et vu son jeune âge, etc., je m'engage plutôt à venir tous les matins. Mais tous les matins, je m'y engage. Et puis, par contre, l'après-midi, non. Mais ça va permettre, en fait, de clairement faire ce lien. Ça peut être une hypothèse. Moi, ça ne relève pas du domaine de la loi. Parce que ce à quoi on peut s'exposer, c'est que justement, c'est un peu le guichet, on y va et on y va de temps en temps. Quand vous ouvrez des salles de classe, vous avez des questions d'effectifs, vous le savez très bien. Si ça varie au fur et à mesure de la semaine, il faut quand même qu'on le sache, parce que ouvrir... c'est un coût pour la société. C'est-à-dire que l'enfant que je ne pourrais pas accueillir je vais dépenser par année plusieurs milliers d'euros. Et en fait, je me dis, j'investis sur des enfants et puis ce serait au bon vouloir des uns et des autres de dire je viens ou je viens pas. Donc, on peut se poser la question. Si on rend obligatoire, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a une menace pour certains de pas se présenter ou de faire le strict minimum et du coup de pas faire bénéficier leur enfant de ces multiples apprentissages. Donc, moi, je pense que l'adaptation et l'entrée progressive, elle doit être proposée. Et peut-être que de la même manière que les rythmes scolaires ont été laissés au libre cours de chaque commune,
peut-être que ce contrat moral, cet engagement réciproque entre l'école et les parents pour cette entrée progressive, elle peut être définie et laissée au territoire. Ça peut être une façon de répondre, parce que le caractère brutal peut être fait. J'imagine. Donc, mais par contre, il faut que ça soit clairement défini. Il ne faut pas que ça soit j'y viens, je pars. Voilà, c'est un engagement, c'est une offre fondamentale qui est faite aux familles et il faut les respecter. Je me permets du coup de rebondir sur le premier article de ce projet de loi, qui a été source de beaucoup de débats sur oui, mais vous demandez le caractère exemplaire aux enseignants. Il faut surtout voir qu'on demande un respect mutuel aussi de la part des familles et des élèves aux enseignants. Ça va dans les deux sens. C'était aussi important face à l'attitude parfois de certains parents ou élèves qui ne respectent plus l'institution, qui ne respectent plus les enseignants. Merci. Vous avez parlé des deux objectifs de cette loi, donc là je vais renforcer la justice sociale et élever le niveau général. Mais du coup, moi j'ai un peu de mal à voir ce qui élève le niveau général dans les dispositions que... Alors, le niveau général, élever le niveau général, c'est du coup aussi commencer plus tôt et finir plus tard l'obligation d'instruction. Puisque ce niveau général, quand vous allez pouvoir accueillir plus tôt les enfants et pouvoir leur permettre d'acquérir de manière plus prolonger ces savoirs fondamentaux, notamment peut-être en mettant en place ces établissements publics, ça y participe. Ce que je n'ai pas développé tout à l'heure, c'est que non seulement dans cette loi, on abaisse l'obligation d'instruction à 3 ans, mais on porte l'obligation de formation de 16 ans à 18 ans aussi. Rendez-vous compte, ça veut dire que là où on était de 6 ans à 16 ans, ça veut dire qu'on avait 10 ans d'instruction, maintenant, on est passé à 15. Ça veut dire qu'on a multiplié par 50% le temps qu'on va pouvoir dédier à la formation de ces élèves. Donc, cette augmentation du temps, ça va élever le niveau général et ça va permettre, vu qu'on le commence très, très tôt, à pouvoir combattre les inégalités. Quand on parle de l'élévation du niveau général, on se doit aussi de parler d'un chantier alors qui est ouvert par la loi, mais qui est loin d'être fini, c'est la formation des enseignants. La formation des enseignants, quand on parle de ces dispositifs dont je parlais tout à l'heure, qui est le pré-recrutement, où on va pouvoir donner la possibilité à des assistants d'éducation de pouvoir combiner l'exercice de leur fonction en tant qu'assistant, mais aussi embrasser et commencer une formation pratique à l'enseignement, c'est aussi ça que ça sert. Quand on parle du niveau général, c'est aussi développer cette culture de l'expérimentation et cette culture de l'évaluation. Aujourd'hui, vous avez en classe de CP des évaluations au mois de septembre et au mois de février. Dans cette logique de renfort de cette évaluation, c'est de dire ce qu'on contrôle au mois de septembre, on voit quelles ont été les avancées au mois de janvier. C'est pas pour dire oui, est-ce que l'enseignant a bien fait son travail, c'est pour dire dans quelle mesure je peux identifier les points d'amélioration pour chaque élève. Donc, concourir à cette élévation au niveau individuel, mais du coup au niveau général également. Donc ces deux fonctions, élévation du niveau général et réduction des inégalités, elles sont intrinsèquement liées. On étend le moment où on instruit les gens, on va vers plus de formation des enseignants, on va vers plus d'évaluation pour pouvoir améliorer, ça va concourir aux deux. L'évaluation, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Et nous, en tant que parlementaires, on en a besoin. Et ça, je veux vraiment le redire. Quand on a certains enseignants qui n'ont pas fait passer les évaluations au mois de janvier, se disant que oui, c'était évident que par rapport aux années précédentes, le fait d'avoir 12 élèves à la place de 26, les élèves savaient lire mieux, étaient plus autonomes. Ils le savaient, donc ils avaient l'impression qu'on n'avait pas besoin de diffuser ce constat.
Moi, en tant que parlementaire, si j'ai envie de participer à ce qu'il y ait plus d'argent investi dans l'éducation, qu'on puisse déployer beaucoup plus de classes de CP et de CE1 au-delà des réseaux prioritaires, j'ai besoin de ces évaluations qui montrent que fondamentalement, ça change la donne. J'en ai besoin pour montrer aux autorités à Bercy que ça a des vertus qui dépassent juste ce qu'on pourrait sentir en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Donc cette culture d'évaluation, elle est sur le progrès, elle est aussi pour nous un véritable levier pour que le budget de l'éducation nationale soit encore plus grand. Donc c'est là aussi où ça nous sert et c'est important. Les évaluations de CP, moi je les ai vues, elles ont été dures. Enfin, j'imagine, moi quand j'ai vu ce qu'on posait comme question, je me suis dit waouh. Donc on les a revues un peu pour que en janvier, ça soit sans doute un peu moins dur, mais elles ont plusieurs mérites. On regarde le niveau de chaque élève, ça nous fait des super arguments pour montrer que ça a été facteur de progrès pour ce collectif de classe. Donc on en a besoin. Et vous, en tant que parent d'élèves, on compte sur vous aussi pour être en lien avec l'enseignant qui a pu vous donner, dans ces cas-là, les résultats de ces évaluations, pour échanger et encourager la diffusion de ces évaluations. C'est important. J'ai une autre question, alors là, pour le coup, pas du tout à voir avec le primaire, mais plus le collège-lycée. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans des cas où il y a assez souvent des professeurs absents et les remplacements sont compliqués. Et dans le projet de loi, il y avait la possibilité d'avoir des surveillants qui sont en train de préparer le concours d'enseignants qui pourraient faire des remplacements. Alors c'est vrai que l'idée n'est pas bête parce que plutôt que d'avoir un monsieur de chez Pôle emploi qui n'a jamais fait de mathématiques ou de physique, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est en train de faire le diplôme. Mais l'idée... ce qui est quand même mieux, c'est d'avoir devant les enfants un vrai remplaçant, un vrai prof de maths, un vrai prof de physique, dont c'est la matière, dont c'est le métier, et qui va pouvoir être efficace devant ses enfants, parce que c'est comme pour élever le niveau, il faut aussi qu'ils soient bien instruits. Donc quand il y a des absences longues, s'il y a un remplacement chaotique ou de mauvaise qualité, bah les enfants ils peuvent perdre 1 mois, 2 mois, et en troisième, en seconde, c'est carrément préjudiciable. Et du coup, la question, c'était, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un risque de dérive dans certains endroits où il y a peut-être moins de remplaçants, des communes où que finalement on utilise à tire-larigot ces surveillants pour faire des remplacements pour lesquels ils ne sont pas encore faits, parce qu'ils ne sont pas encore professeurs. Et donc, c'est bien si ça reste des solutions factuelles à des moments donnés où, peut-être en hiver, entre janvier et février, où tout le monde est malade, et où là, on se retrouve, il n'y a plus de remplaçants, mais pas que ça devienne systématiquement la solution de facilité, entre guillemets. Il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un devant les enfants que personne, on est d'accord, ou qu'ils soient en train de traîner dans la rue ou au café. Mais après, l'idée, c'est quand même qu'ils aient vraiment quelqu'un de qualité, donc qu'il y a un vrai remplaçant. Et du coup, comment vous pensez pouvoir encadrer cette solution pour qu'il n'y ait pas une dérive qui soit faite par rapport à ça ? Alors vous parlez des surveillants, alors qu'on peut appeler aussi assistants d'éducation, et quand je vous parlais du pré-recrutement et l'idée de pouvoir encourager ceux qui travaillent déjà au sein des établissements et qui du coup ont sans doute une appétence pour ce milieu-là, c'est de pouvoir les encourager à combiner, c'était le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, l'exercice de leur fonction de surveillant, mais aussi la découverte du métier. Mais on ne va pas du tout mettre des étudiants comme ça, direct devant des élèves. L'idée, c'est de passer 2 années où ils vont faire de la co-intervention. Et uniquement en dernière année de master, on pourra leur confier des classes. Mais les surveillants, ils ne sont pas à 35 heures dans les lycées. Ils sont à 8 heures. Voilà. Donc de toute façon, eux ne seront pas forcément disponibles. Si c'est pas une stratégie pour dire comme ça c'est très bien, on va pouvoir enlever le nombre de remplaçants. On sait très bien que les remplaçants, on n'en a jamais assez. Et que vous avez toujours un temps de latence entre, monsieur n'est pas là, est-ce que je vais pouvoir le mettre ? Ah oui, mais en fait, c'est pas compatible avec l'autre remplacement qu'il fait. De toute façon,
tout ce qu'on a en termes de remplaçants, ce n'est pas satisfaisant. Donc, par cette mesure, ce ne serait pas satisfaisant pour le faire. Cette mesure, elle est vraiment là pour répondre à un cas spécifique qui est l'assistant d'éducation qui veut embrasser une carrière d'enseignant. Et moi, je trouve, ayant beaucoup travaillé sur les logiques d'alternance l'année dernière aux côtés de Jean-Michel Blanquer, l'alternance entre ma formation théorique que je peux recevoir à la fac ou dans n'importe quel établissement et la mise en pratique, elle est clé. Combien de fois on a entendu des enseignants qui étaient désespérés de se retrouver trop rapidement sans avoir fait vraiment de pratique devant des classes. Là, on va pouvoir dire à des assistants d'éducation, vous êtes attachés à cet établissement, eh bien vous allez pouvoir faire de la co-intervention les 2 premières années, peut-être le faire ailleurs, mais en tout cas, c'est une montée progressive. On n'est pas là en train de lâcher. Et vous l'avez pointé dès le début de vos propos, parfois on a des remplaçants, c'est pas forcément un cadeau. Donc là, de se dire qu'on a des personnes qui sont engagées et qui sont au fur et à mesure progressivement mis en capacité de le faire avant même de décrocher leur concours, je trouve ça plutôt sain. Mais ça n'a pas vocation à venir remplacer les remplaçants. Vraiment. Bonsoir, Thomas Bouillet, donc je suis parent d'élèves. J'avais une question juste par rapport. J'ai pas lu le projet de loi malheureusement, mais j'ai été interpellé par le titre, hein, l'école de la confiance, et j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante dans le sens où ça faisait référence non pas au savoir ou au savoir-faire, mais plutôt au savoir-être. Et j'ai regardé malheureusement rapidement des résumés de la loi et je m'interrogeais sur finalement ce que vous alliez faire concrètement pour encourager cette progression dans le savoir-être. Parce que c'est vrai que la vision classique de l'école, c'est une évaluation, un étalonnage, un apprentissage. Mais sur le registre du savoir-être, on a un historique qui n'est pas toujours excellent. Et voilà, donc je voulais savoir ce que vous vouliez, ce que vous aviez dans le projet. Alors, merci beaucoup de cette question parce que, comme je l'expliquais, j'ai travaillé, alors notamment sur l'alternance, mais en fait j'ai travaillé sur les lycées professionnels. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que de manière générale, dans le système éducatif, les savoir-être, alors qu'on peut dénommer soft skills, sont ce qu'il y a de plus indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tellement de changements dans les connaissances et il y a une mise à disposition des connaissances que ce n'est pas les connaissances qui font la différence, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, d'apprendre à pouvoir se comporter, à pouvoir s'adapter qui sont clés. Or, pendant de nombreuses années, on s'est contenté simplement de donner à savoir. On savait, mais on ne savait pas faire. On savait des connaissances. On n'avait pas forcément toutes les clés pour savoir comment les utiliser. Et dans cette mission au sein du lycée professionnel, quand on discutait avec les entreprises, les administrations ou les associations qui voulaient recruter ou accueillir en stage, ce qu'ils disaient à chaque fois, c'était « mais c'est terrible, nous avons des enfants à qui on a appris à l'école à se taire, à ne pas prendre d'initiative, à ne pas regarder au-delà de l'école. Et donc, on a des enfants qui sont inadaptés à ce monde où il faut prendre des initiatives, il faut prendre la parole. Ah oui, il faut prendre la parole, ça n'a pas toujours été encouragé. Donc, pour tout ce qui est savoir-être, c'est pas dans le projet de loi en tant que tel que ça va être fait, parce que, pour rappel, en fait, dans le monde éducatif, il y a ce qui relève du législatif et ce qui relève du réglementaire. Et en fait, tout le contenu des formations, c'est pas du législatif. Nous, on a été très nombreux à essayer quand même de mettre ça sur la table et de proposer des amendements sur l'éducation aux médias. Ça veut dire pouvoir se repérer dans le monde d'aujourd'hui et de pouvoir avoir la bonne démarche d'esprit critique, de vérification des sources, d'être capable d'émettre un message, etc. Bon, à chaque fois qu'on avait des éducations à,
bon, on nous disait c'est du réglementaire, c'est pas dans le cadre de la loi. Mais moi, je suis on va dire une apôtre du renfort de ce qui doit être fait pour que ces compétences transversales et ces savoir-être soient beaucoup plus développées. C'est développé au sein de la réforme du bac. La réforme du bac, quand vous dites qu'au baccalauréat, vous allez avoir un grand oral, ça va venir infuser la maîtrise de l'oral bien avant juste l'année de terminale. Et ça, pour moi, ça va être très important. Et on voit déjà que les niveaux collège et même primaire s'en saisissent parce que derrière, il va falloir faire un grand oral. Donc ça va pouvoir permettre ce savoir-être qui est de savoir parler, écouter, se maintenir, gérer sa respiration. C'est très important. Nous allons aussi le trouver dans des dispositifs tels que le dédoublement des CP et CE1. Dernièrement, au mois de février, et pour préparer les discussions de la loi, moi j'avais fait appel à un témoignage d'une enseignante de CP de Clichy qui se retrouve cette année avec à peine 10 élèves et après 30 ans de carrière. Donc moi quand je suis allée la voir au mois de septembre, elle disait mais c'est fou, 10 élèves c'est n'importe quoi, je devrais en avoir 20. Et en fait au mois de décembre, quand on est retourné visiter la classe, elle me dit c'est fou parce que ça remet en question tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Elle dit là, je peux identifier quels sont les décrochages possibles des uns. Mais surtout, je peux, au sein de la classe, développer des attitudes mobiles, des attitudes d'entraide, des attitudes de groupe qui sont différentes. Elle disait, moi j'étais là avec mes 26 élèves et donc je pouvais passer peut-être un peu de temps avec certains, mais pas avec tous. Mais ils formaient un groupe uni. Là, avec les petits groupes qu'elle a, elle va passer du temps avec 3 ou 4, les autres sont mis en autonomie, elle va même pouvoir demander à certains de ce groupe d'autonomie d'aider un troisième profil qui est un peu entre les deux, qui n'a pas forcément besoin de son aide là, mais qui pourrait être aidé par un plus grand. Vous imaginez les changements au sein d'une classe, c'est même physique, c'est que les enfants se déplacent, les enfants s'entraident. Ça, c'est des compétences transversales qui vont être créées. Ils peuvent développer des projets beaucoup plus facilement parce qu'il y a ce petit nombre. Et bien, si on est capable de le faire là, on est aussi capable de le faire au sein du lycée. Moi, j'ai beaucoup dans les 9 leviers de recommandation qu'on a donnés au ministre il y a un an. Moi, c'est la dimension projet que je trouve formidable à pouvoir développer. Elle est faite par de nombreux enseignants, mais sans doute pas assez. Et ce projet-là, il doit se faire au sein de la classe, au sein de l'établissement et en interaction aussi avec l'extérieur parce que c'est ça qui va faire qu'on va développer ce savoir-être. On ne peut pas être dans une bulle, ce n'est pas possible. Donc ce savoir-être, il doit être aussi fait en alternance avec le monde extérieur à l'éducation. Alors juste, effectivement, il y a une petite remarque. C'est vrai que tout ça donne très envie. Et d'ailleurs, on serait tenté de dire que ça serait bien que ça soit généralisé, en fait. Alors malheureusement, on est conscient des limites budgétaires de tout ça, mais c'est vrai que les parents qui ne sont pas forcément en REP seraient assez tentés d'avoir ce genre de choses aussi pour leurs enfants. Parce que... Et oui, et pas plus tard qu'hier, j'ai eu des parents d'élèves qui sont venus et qui vivent l'existence dans l'école d'à côté de ce dispositif comme une injustice. C'est-à-dire que là où on a voulu mettre plus de justice sociale en disant dans ce réseau REP et REP+, on va vraiment cibler les années de CP, CE1 comme étant des années clés où on va pouvoir apprendre à lire, écrire, compter. Là où on a mis de l'avantage, c'est vécu comme une injustice de la part de l'école d'à côté qui ne fait pas partie de ce réseau. Alors, deux mentions particulières par rapport à ça. L'année dernière, dès 2017, puisque c'est les premières classes de CP dédoublées ont été mis en place dans les réseaux plus, ça veut dire ceux qui sont plus prioritaires, ça a fait dire à certains qu'on avait du coup réduit le nombre de postes pour les autres écoles. C'est faux, puisqu'il y a eu des recrutements et des réaffectations uniquement pour la création de ces nouvelles classes de CP. Et pardon ?
Ben non, justement. Alors déjà, il y a eu le dispositif plus de maîtres que de classe qui a été appelé, et puis en fait, il y a certains remplaçants qui ont été mobilisés dessus. Et franchement, pour en avoir beaucoup discuté avec la DAZEN, qui vous concerne aussi du 92, Madame Fils, on est vraiment allé sortir les chiffres pour contrer cette idée-là. Nous n'avons pas fait augmenter plus les effectifs dans les classes hors REP et REP+, pour favoriser la création de ces CP dédoublés. Évidemment. Bon, on le vit, on l'a tous vécu dans nos écoles. Oui, non, mais c'est pas grave. On a tous vécu dans nos écoles, on a tous des classes à plus de 30, 31. Et on a des fermetures de postes. Il a bien fallu récupérer ces postes pour les mettre, pour les dédoubler ailleurs. Mais alors, si vous n'allez pas nous faire croire le contraire. Mais je peux vous faire faire croire le contraire, parce que ça a été l'occasion de regarder sur 2017 comment ça avait été fait. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je pense que, je m'engage à vous les envoyer, parce que justement se développait ce discours-là. Donc, moi, j'ai demandé à la DAZEN de nous fournir les chiffres précis. Dans le 92. La première année, il y a peu de REP+, il devait y avoir Gennevilliers et peut-être une autre commune, donc on n'était pas très touchés. Mais franchement, on n'a pas déshabillé les autres écoles pour permettre ça. Ça n'a pas été fait. Quand on a une fermeture de classe, quand on a une ouverture de classe, c'est à chaque fois l'occasion effectivement de se dire mais pourquoi ça a été l'occasion hier encore de pouvoir se dire pourquoi dans 2 écoles il y a des menaces de fermeture de classe. Mais parce que aussi il y a parfois une désaffection de ces établissements. Et là où je veux en venir, c'est que quand on crée des CP et des CE1 dédoublés, on crée une affection plus particulière aussi pour ces établissements. Quand vous êtes en REP et REP+, vous avez, et alors c'est vraiment criant à Clichy, vous avez une fuite vers le privé. On va ailleurs. Et bien là, vous avez des parents qui, en maternelle, étaient encore dans le public et qui, les années précédentes, auraient pu se dire ça y est, je vais dans le privé directement, se disent ça vaut peut-être le coup quand même que je reste rattaché à cet établissement. C'est tout ça qu'il faut pouvoir réussir, c'est que ces établissements, au lieu d'être fuis, ils deviennent attractifs. Et l'idée n'est pas d'aller déshabiller les autres établissements. Au contraire, et c'est ce que je vous disais, si on peut le faire dans les autres établissements REP et REP+, si on a suffisamment d'arguments pour aller demander de l'investissement et que ça soit déployé ailleurs, on le fera. Donc, madame, franchement, pour le coup, je m'engage à vous donner les chiffres de ce qui a été fait en 2017 et 2018 sur les Hauts-de-Seine. Pour le coup, on va vous les sortir. Ça a été vécu comme une injustice. Non, on privilégie ceux qui sont pas privilégiés et on ne va pas créer plus d'inégalités là où les établissements sont déjà avec des effectifs forts. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, c'est oui, mais en fait, cet établissement, il est en REP ou en REP+, mais l'établissement d'à côté, il pourrait l'être. C'est pour ça qu'il y a une grosse refonte sur la détermination des établissements REP et ou REP+. Moi, je vais faire part de mon cas personnel. L'établissement dans lequel je scolarise ma fille, quand elle est rentrée en maternelle, il y avait eu une mobilisation des parents d'élèves pour que ça reste en REP. Moi, je pensais qu'on avait une sortie REP progressive sur 2-3 ans et que de toute façon, sur son passage en CP, on serait sorti de REP. Du coup, j'ai été heureusement surprise de voir qu'elle allait pouvoir bénéficier du CP dédoublé. Je peux vous dire que le regard des parents du quartier sur l'école et sur leur décision d'avoir, même dès la maternelle, évité l'école publique, est en train de faire ses petits. Donc c'est pas anodin. Sur la détermination des REP et REP+, il y a une mission qui a été confiée notamment à Pierre Mathieu, parce que c'est pas juste. Moi, le quartier où elle est, on peut être ravi. Je pense qu'il y a d'autres quartiers qui méritent davantage d'être classés en REP que ce quartier-là, qui évolue sociologiquement, où la mixité, elle est très bonne et peut-être que dans d'autres établissements, ils mériteraient davantage de l'avoir. Il y a des injustices sur le découpage. Donc c'est ça où il faut revoir.
Moi, j'avais une question, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que dit la loi concernant l'accompagnement des enfants porteurs de handicap? Il y a eu beaucoup de choses aussi dites là-dessus et on aimerait bien entendre votre avis et ce que dit la loi surtout. Alors, sur la loi en tant que telle, donc mis à part le plan qui était sur le recrutement des AESH, là, ce qu'il y a dans la loi pour rendre l'école plus inclusive, on va dire qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension où on rend moins précaire le statut des accompagnants. C'est-à-dire que là, on est sur l'obligation de faire des contrats de 3 ans, alors que là, jusqu'ici, on était sur des contrats renouvelés d'1 an sur 1 an, ça rend précaire, et sur l'organisation de l'accompagnement des élèves, qui est fait, on va dire, par la maison départementale, la MDPH, c'était pas satisfaisant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'ouverture à des expérimentations alors, de type PIAL. En gros, c'est au lieu de dire qu'on va attacher un accompagnant à un élève, on mettrait en place un pool d'accompagnants sur plusieurs établissements. Ça veut dire que là où aujourd'hui vous aviez encore des cas qui pouvaient se présenter d'élèves dont l'accompagnant a été décidé mais l'accompagnant n'était pas dispo, donc en fait il arrive qu'après les vacances de la Toussaint, là vous avez attaché aux établissements un pool d'accompagnement qui vont pouvoir être opérationnels dès le mois de septembre. Et ça ouvre un double avantage. C'est une souplesse parce que, j'imagine, vous avez parfois la MDPH qui va donner un accompagnement, mais pour un temps partiel, 6 heures. Et bien là, on va pouvoir peut-être combiner de manière, et c'est ce à quoi l'expérimentation doit conclure, le fait que vous avez un même accompagnant qui va être 6 heures là avec un enfant, 6 heures là avec un autre. C'est mieux pour l'élève et c'est mieux pour l'accompagnant. Parce que combien de fois vous avez des accompagnants qui disent bah, c'est super, mais moi j'ai un contrat de 10 heures alors que je pourrais en faire plus. Là, de le voir sur un bassin d'établissement, ça permet d'être plus opérationnel pour l'élève et d'être plus à l'écoute des désirs des accompagnants qui veulent travailler plus en fait et qui ne pouvaient pas forcément le faire. Alors ici, dans les Hauts-de-Seine, on bénéficie du regard particulier d'une chargée auprès de la DAZEN, dont j'ai oublié le nom, mais qui est chargée de l'accueil, de l'école inclusive en fait. Et ce qui va être développé, en tout cas sur le Valois, c'est ce PIAL, ce projet qui va expérimenter. Moi, je crois beaucoup dans les vertus de cette considération qui n'est pas de dire un accompagnant, un élève, parce que vous avez des élèves qui ont besoin d'un plein temps, vous avez des élèves qui ont besoin d'un mi-temps ou d'un quart-temps, et puis surtout au cours de l'année, vous pouvez avoir une évolution des besoins. Et si vous n'offrez pas cette souplesse, vous condamnez d'autres élèves à ne pas bénéficier d'un accompagnement. Quand on rend obligatoire l'école maternelle, il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Vous avez la possibilité, parce qu'on rend obligatoire la visite médicale qui était celle des 6 ans, on la rend obligatoire aussi à l'école maternelle. Ça va permettre de pouvoir déceler plus facilement des handicaps. Donc ça participe à cet ensemble. Je pense que ce sont les deux principaux apports sur l'école inclusive. Ça n'empêche pas que le gouvernement a déjà travaillé beaucoup sur le recrutement et la formation de ses accompagnants, de faire davantage de dialogue entre la maison départementale et les écoles. Mais ces deux dispositifs, à mon avis, sont clés pour mieux accompagner les élèves. On est sur un état en France où clairement l'inclusion n'était pas traitée comme de l'inclusion. C'était on va faire différemment. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire de la véritable inclusion. Alors ça ne va pas aussi vite que l'urgence des situations familiales le font, mais là où on a été super critiqué, c'est parce que depuis la loi de 2005, en fait, ça n'avait pas forcément été mis en place, tout simplement. Les crédits n'avaient pas forcément été faits. Nous, on s'est engagé sur le recrutement de plusieurs dizaines de milliers d'accompagnants. Enfin, c'est pas rien.
Mais sauf que effectivement, c'est pas immédiat. Je me retourne vers Christophe qui travaille avec moi sur les dispositifs de l'école inclusive qui pourraient être dedans. Peut-être qu'il y a autre chose. Le recrutement en amont, voilà, ce que je disais sur le fait que quand on est un peu en désarroi parce qu'on a bien identifié qu'il y avait un besoin en septembre mais qu'on n'est pas capable de donner un accompagnement, c'est aussi le fait de rendre moins précaire et de soumettre à 3 ans les contrats, c'est aussi de faire qu'en septembre, l'accompagnant soit disponible. Et les enseignants référents qui puissent au sein de chaque établissement être le relais des parents, de la maison départementale aussi, et parce que tout ne doit pas reposer sur le directeur et la directrice aussi. Ça peut être pris en charge, cette question-là, par un enseignant. C'est pas inintéressant de l'explorer, ça. Alors j'ai une petite question, enfin pas vraiment question, mais c'est vrai que la PEP est très favorable à la question de la scolarisation, enfin du devoir d'obligation de formation des 16 à 18 ans, parce qu'actuellement le système amenait nos enfants jusqu'à 16 ans, et puis après il n'y avait plus forcément d'obligation, donc on va dire qu'ils avaient une tendance naturellement, enfin dès qu'on pouvait on les sortait, quoi. Et donc on salue cette initiative. En revanche, il nous semble nécessaire dans le développement de la loi que la question de formation, cette obligation de formation, soit un peu mieux détaillée, un peu mieux encadrée, parce qu'aujourd'hui c'est malheureusement un peu flou et ça pourrait, si c'est mal utilisé, devenir contre-productif. Donc c'est quand même un point assez sensible, donc l'idée c'était d'attirer votre attention sur ça. Et l'attention, elle a déjà été très soulevée, puisque normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est que avant la loi, on aurait dû expérimenter, piloter, mais sauf que là, on avait l'occasion unique d'avoir une loi unique dans le quinquennat pour pouvoir étendre l'obligation de formation. Si on laissait passer cette possibilité, il était difficile ensuite de rendre obligatoire la formation des 16-18 ans. Or, et comme l'a rappelé Laurent, c'est un véritable souci. Donc là, on a peut-être fait ça dans l'autre sens, mais sachez qu'il y a une mission qui a été confiée à Sylvie Charrière par Matignon, par le Premier ministre, pour explorer justement les différentes conditions à pouvoir mettre en place par décret pour faire que cette obligation de formation des 16-18 ans ne soit pas contre-productive. Mais il faut bien saisir qu'une loi sur l'éducation, ça n'arrive pas tous les 3 mois. Donc, il fallait pouvoir saisir vraiment cette occasion pour s'attaquer à ce phénomène qui fait qu'on a des décrocheurs qui ne sont jamais raccrochés. Donc là, de 16 à 18, il fallait pouvoir le faire. Moi, je suis très preneur, puisqu'on travaille bien avec Sylvie Charrière, des suggestions que vous auriez pour cette tranche d'âge par rapport à ce que vous avez pu connaître d'exemples, soit de personnes qui ont décroché, soit des exemples qui ont permis de les raccrocher, pour pouvoir les mettre en valeur dans cette mission qui a été confiée par Matignon à ma collègue Sylvie Charrière. Alors, je ne sais pas combien de temps, je pense qu'elle a plusieurs mois devant elle. En général, c'est moins de 6 mois, mais c'est peut-être dans 3 mois, je pense, 3-4 mois. Donc, n'hésitez pas, dans les prochaines semaines, à vous manifester. C'est important. Et c'est toujours dans cette idée de dialoguer, toujours. Mais là, il ne fallait pas qu'on loupe cette occasion de faire entrer cette obligation dans la loi. C'est important. Bonsoir, ma question allait un peu dans ce sens. J'en pensais à une personne qui voulait devenir plombier et qui n'a jamais pu trouver de patron pour le former en alternance. C'est-à-dire que ça paraît évident, mais qu'il y a un besoin. Et cette personne n'avait pas les moyens d'avoir de carte de transport pour se rendre, pour sortir de sa banlieue. Et voilà, et il a passé 2 ans à ne rien faire à la maison. C'est beaucoup. Et donc, je pense aussi à des personnes qui, à 16 ans, n'avaient plus qu'assez d'avoir en face d'elles quelqu'un pour leur dire ce qu'elles devaient penser, ce qu'elles devaient apprendre et voilà, et ce qu'elles devaient faire. Et donc, ma question porte comment allez-vous aider, enfin, obliger à la formation des plus de 16 ans, ceux qui se sentent suffisamment mûrs pour ne plus écouter quelqu'un
Alors, vous avez pointé, à mon sens, il y a deux choses. Vous avez dit, ce jeune qui voulait faire plombier, il n'a pas trouvé de patron qui lui a fait assez confiance pour le prendre en stage. Enfin, justement, je voulais bien faire le distinguo entre la confiance du patron dans le potentiel d'un jeune et de l'autre côté, la mobilité. Sur l'engagement des entreprises à assumer leurs responsabilités éducatives, moi c'est un sujet qu'on est plusieurs à porter, mais que je trouve fondamental. Quand il y a quelques mois, on est allé taper à la porte des entreprises. Moi, je l'ai fait en m'adressant par courrier à l'ensemble des entreprises avec qui on avait développé des liens dans la circonscription en disant comment vous allez vous engager pour accueillir tant d'élèves de 3e, de REP+, dans vos entreprises. Pour moi, ça fait écho à ça. C'est-à-dire que, et vous le voyez dans d'autres pays, par exemple, en Suisse, vous avez un plombier qui vous dit « mais moi, j'ai été accueilli par un patron plombier, donc moi je me fais un devoir d'accueillir des stagiaires. » Aujourd'hui en France, que ce soit des stagiaires ou des apprentis, il y a justement un manque de savoir-être, de savoir prendre des initiatives, et du coup les patrons disent « attendez, moi j'ai fait ça une fois, 2 fois, quelle galère !» Surtout dans le cas des apprentis, il y avait vraiment une galère pour se sortir d'un contrat d'apprentissage qui était finalement qui était tellement fort que du coup on ne voulait pas le signer parce qu'on se disait « je ne vais pas pouvoir en partir ». Donc il y a ce manque d'engagement des professionnels, mais il y a aussi de l'autre côté, vous l'avez pointé, un certain manque de mobilité. Alors la mobilité, elle peut être « j'ai pas ma carte orange, j'arrive pas à la payer, comment je fais ?» Mais il y a aussi la mobilité intellectuelle, de se dire « oui, peut-être que d'aller dans la commune d'à côté, c'est possible et peut-être que je vais m'éclater. » Il y a eu un rétrécissement terrible de la sphère de mobilité des jeunes. Il y a 2-3 ans, il y avait un article du Monde qui m'avait particulièrement marqué, qui disait que, allez, il y a 100 ans, on pouvait faire 5 km, 6 km, même à pied, pour aller à l'école. Aujourd'hui, on ne supporte plus de faire plus de 6 minutes de trajet. Et vous ne le voyez pas que pour aller à l'école, vous le voyez, pensez à votre enfance. Enfin, moi, je sais que mes parents me laissaient une vraie dose d'autonomie, et puis ça les arrangeait bien si j'allais chercher le pain toute seule, etc. Aujourd'hui, le faire à ces enfants, que vous soyez à Paris ou ailleurs, c'est presque mal vu. C'est mais tu ne fais pas attention à ta progéniture. Mais non, mais à force d'avoir restreint l'espace de liberté des enfants, on a juste restreint leur capacité à être mobiles et à pouvoir se dire que leurs horizons dépassent ceux qu'on leur a donnés. Donc il faut non seulement travailler sur le devoir d'engagement des entreprises, mais aussi de l'administration et des associations à intégrer comment ils peuvent faire pratiquer les élèves et les aider à développer leur savoir-être et leur savoir entreprendre finalement. Et de l'autre côté, il faut qu'au sein de l'éducation nationale, on contribue à ce que la mobilité des élèves ne soit pas prise comme une contrainte, mais au contraire on étudie la mobilité des élèves. Combien de fois dans les lycées professionnels, on voyait que les spécialités étaient choisies parce qu'elles étaient proposées dans le lycée d'appartenance de départ, alors que dans le lycée d'à côté, il y avait autre chose et qu'on aurait pu juste encourager l'élève et sa famille à se dire que c'était peut-être un révélateur de potentiel, un révélateur de talent, de prendre le bus qu'elle allait l'emmener. Et parfois, les familles sont presque les premières à restreindre à ça. C'est-à-dire qu'on a peur d'envoyer ses enfants prendre le métro. Mais prendre le métro, ça s'apprend. Je vais vous donner une anecdote. Là, je vous emmène super loin. Je vous emmène en Inde. En Inde, j'ai rencontré une association qui aide les enfants des rues à reprendre confiance en eux et à devenir autonomes. La première chose qu'ils leur apprennent à Delhi, c'est à prendre le métro. Pour pas qu'ils restent dans ces quartiers, dans ces rues où ils ont pris leurs habitudes. Eh bien, ça s'apprend, prendre le métro. Ça veut dire qu'il faut d'abord l'accompagner une fois, jusqu'au bout de tout le trajet. Après, il faut l'accompagner une autre fois. Des fois, c'est fait par les familles. Des fois, ça peut être fait par des associations. Des fois, ça peut être fait par les entreprises qui veulent faire venir.
On a une responsabilité partagée et il ne faut pas prendre les élèves pour des gens qui ne peuvent pas assumer leur autonomie. Donc dans les 16-18 ans, cette prise de responsabilité de la sphère économique et cet encouragement à faire que le savoir-être et la mobilité des élèves soient pris par la communauté éducative dont les parents d'élèves font partie, ça va être clé. Il faut le préparer et ça va être clé. J'ai pas toutes les réponses là-dessus. Encore une fois, c'est pris en charge notamment par Sylvie Charrière dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Mais on ne peut plus continuer à avoir autant de séparation entre le monde éducatif d'un côté et le monde économique de l'autre. Ce n'est plus possible. Bonsoir à tous, Aurélie Taquelin, moi je suis conseillère départementale des Hauts-de-Seine et élue de Courbevoie. Nous avons la chance d'être une commune tournée vers l'international. Nous avons des sections internationales, un lycée international, une école européenne qui arrive en septembre. Moi, c'est une remontée un peu du terrain, des familles qui me disent, mais parce que les sections internationales comme le lycée, il faut que les élèves aient une maîtrise de la deuxième langue assez importante. Et comment faisons-nous, parce que j'ai vu que dans le projet de loi confiance, il y avait tout un volet sur l'international, comment faisons-nous pour que les familles, toutes les familles courbevoisiennes, demain, puissent permettre un apprentissage, par exemple de l'anglais. L'apprentissage des langues étrangères, c'est un vrai sujet. Quel est le meilleur moment pour le faire? Est-ce que c'est dès le plus jeune âge? Est-ce que c'est dès l'école maternelle? Comment faisons-nous pour que toutes les familles aient accès à cela? Donc là, le rôle de l'école publique, je sais qu'il y a des dispositifs comme Émile, qui se fait dans certains départements, avec un enseignement à la fois en français, mi-français, mi-anglais, mais ça coûte aussi de l'argent à la direction académique. Comment faisons-nous pour que demain, l'apprentissage de l'anglais, qui est une ouverture vers l'international, on est un peu mauvais en France sur le sujet, comment faisons-nous pour que toutes les familles y accèdent demain? Vous avez question, l'international c'est clé et c'est pas uniquement une question du devenir des enfants français, c'est aussi une question qui dépasse et qui est sur l'attractivité même de notre territoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des entreprises qui vont être, enfin en tout cas des entités qui vont quitter l'Angleterre. Est-ce que c'est mieux qu'elles viennent en France ou qu'elles aillent en Allemagne? Je sais pas, mais moi j'ai envie de dire que ce serait bien qu'on ait une offre en France qui permette à des entreprises de se dire qu'elles vont trouver une offre qui est tournée vers l'international. Si je suis patron d'une entreprise et que j'arrive aujourd'hui en France et que mes enfants sont anglophones, je sais que je vais galérer à les faire intégrer le système éducatif ici. Alors, vous pourriez me dire, oui, d'accord, donc on pense que aux étrangers qu'on veut faire venir. Pas du tout. L'idée, comme vous l'avez souligné, c'est aussi de faire en sorte que les élèves, aujourd'hui, qui résident en France, peu importe l'histoire de leur famille, que je sois issu d'une famille bilingue ou pas, c'est important de parler l'anglais, mais aussi d'autres choses, le chinois, l'arabe, parce que on sait très bien qu'au-delà même de la maîtrise de la langue, le fait de travailler, penser en différentes langues, ça fait réfléchir autrement. Quand vous parlez anglais, moi je suis sûre que quand je parle anglais, ça m'arrive d'exprimer des idées qui ne seraient peut-être pas venues comme ça, simplement si j'avais tenu cette conversation en français. Alors, au sein de ce projet de loi, il y a la possibilité de créer des établissements publics à vocation internationale. Ces établissements vont répondre à cette recherche d'élévation du niveau des langues, mais aussi de pouvoir accueillir des enfants qui sont d'une autre langue au départ et qui peuvent venir d'ailleurs. Ces établissements, ils sont créés par un projet commun entre les communes ou les entités territoriales, ça peut être je sais pas, la région qui peut s'y mettre, et en accord aussi avec les autorités de l'éducation nationale. Ces établissements peuvent recevoir une partie, par exemple, de dons
d'entreprise, parce que vous savez très bien qu'on va être limité à tout ça. Mais s'il y a un bon accord sur le projet et qu'on a des investisseurs, ça va pouvoir être mis comme ça. Mais tout ça, c'est quand même sous le contrôle du rectorat. On ne va pas non plus faire n'importe quoi. La question que vous souleviez, c'était mais à quel moment on rentre dedans? On sait très bien que pour rentrer dans certaines sections internationales, on vous dire ouais, mais vous auriez dû vous y prendre avant, votre enfant, il n'a pas assez de maîtrise dans cette langue pour qu'on le fasse rentrer. Alors on se dit, il faudrait pouvoir offrir cette possibilité à tous les enfants dès le plus jeune âge. Vous avez ici, dans la commune d'à côté, à Levallois, la possibilité dès la moyenne section de faire de l'anglais. Quelques heures par semaine. C'est déjà super, ça suffit pas, mais c'est déjà bien de pouvoir l'encourager. Au sein de ces établissements, on pourra très bien avoir de la maternelle jusqu'au lycée, une politique spéciale d'accueil des riverains, pour donner aussi une mixité. Moi, quand on s'est posé les questions de cet établissement public, et je regarde Christophe parce que tout de suite on s'est dit, attends, moi je n'ai pas envie que ces établissements publics ne reçoivent que des fils d'expats. C'est pas le but. Donc comment on va garantir qu'il y ait une mixité et qu'on donne la chance à ceux qui n'ont pas de foyers bilingues, etc., à pouvoir l'intégrer. Et ça, par un amendement qui a été fait par Fanette Charvier, qui est une des co-rapporteurs, c'est justement de le garantir, et c'est le rectorat et l'autorité académique qui devra déterminer comment aussi on inclut les personnes qui sont sur cette carte scolaire, ou voilà, plus ou moins, pour garantir qu'il y ait une mixité, une chance donnée à plus d'élèves de pouvoir entrer dans ce cursus dès la maternelle. Moi, je suis allée voir une maternelle dans le 19e. Alors, c'est un modèle privé. Mais pour autant, je voulais voir comment pédagogiquement ils arrivaient à faire des classes complètement bilingues, où justement ils alternent, je suis en anglais, je suis en français, et comment ils avaient réussi à faire que ce ne soit pas uniquement des fils de mécènes ou des fils d'ultra riches qui puissent y accéder. Et en fait, installés dans le 19e, ils ont la moitié de leur effectif qui sont des enfants qui avaient vocation à aller dans l'école publique, peut-être par non-choix, et qui sont en quelque sorte sponsorisés, sans qu'on sache exactement quel mécène sponsorise l'élève, mais qui sont complètement intégrés au même titre que les autres dans cet établissement. Moi, ce que je souhaite, c'est que cet établissement qui est privé là fasse des émules dans le public après. Et ça, dans le cadre des établissements publics à vocation internationale qui sont utilisés, j'espère qu'ils s'en inspireront. On a besoin de se tourner vers plus de maîtrise de langue, plus de connaissance de l'international. Brasser les populations, c'est toujours riche, mais il ne faut pas qu'on brasse uniquement des populations qui sont déjà ouvertes vers l'international. Il faut qu'on ouvre à l'international, celles qui le sont, peut-être moins. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Moi, je voulais juste profiter de rebondir sur ce sujet de l'international. Nous, on arrive de 11 années à l'étranger, donc aux États-Unis, avec des enfants complètement bilingues. Effectivement, un non-choix parce que les écoles étaient... On a décidé de rentrer au mois de mars, pas d'école. On a eu la chance quand même d'atterrir à Neuilly et d'avoir quand même une belle sélection. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de rebondir sur le fait que déjà, si on pouvait accueillir correctement les élèves qui parlent couramment anglais et qui ne se fassent pas complètement saquer par un prof d'anglais dans un établissement comme Pasteur, par exemple, qu'il y aurait peut-être là aussi le fait tout simplement de pouvoir accueillir des élèves et que ces élèves qui ont cette compétence en plus soient plutôt mis en valeur que complètement cassés, que c'est peut-être aussi un point où on peut démarrer avant de créer des écoles avoir déjà au sein des écoles que nous avons qui sont excellentes, avoir aussi une formation pour les professeurs qui souhaitent être dans l'accueil de ces personnes qui peuvent être un atout, je pense aussi pour l'établissement. C'est un super atout parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de mettre des élèves en proximité d'âge et de leur montrer qu'ils peuvent apprendre ensemble. Ça développe encore l'autonomie. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu en termes de formation de professeurs d'anglais. Peut-être que Christophe... en fait, je vous présente Christophe Brunel. En fait, lui, il est enseignant.
il est prof d'anglais, mais il travaille une journée par semaine avec moi, ce qui me permet d'avoir un peu de sentir. Mais t'es prof d'anglais, donc peut-être que sur cette question-là, t'as peut-être quelque chose à dire. J'aurais accueilli vos enfants avec plaisir, mais après, c'est vrai que c'est pas facile pour un prof d'anglais. Je ne défends pas le prof d'anglais dont vous parliez, pas du tout. Mais je pense que c'est pas facile aussi pour un prof d'anglais de recevoir un élève qui est parfaitement anglophone, enfin qui parle très bien l'anglais en tout cas. Je pense que c'est pas facile non plus, mais c'est vrai qu'il faut trouver le moyen de l'inclure dans la classe et de peut-être lui donner des tâches ou des fonctions qui peut. Moi, je le verrais plutôt comme un assistant en fait à ce que je fais moi. Après, je pense que c'est aux collègues de trouver le. Voilà, vous avez parlé de Saké, je trouve que c'est triste d'en arriver là. Est-ce que vous avez échangé avec lui? Je suppose que oui, mais. C'est vraiment le chantier de la formation et de l'expérimentation. Si on est capable justement d'aller chercher comment un élève qui a acquis une maîtrise de la langue, qui revient là dans le système, peut venir enrichir, c'est important. C'est aussi la question de comment on accueille des professeurs qui sont allés à l'étranger et qui reviennent. Et ça, mais partout, hein, enfin, vous le voyez dans d'autres organisations, c'est compliqué de valoriser et de vraiment se dire, voilà, ce que tu as vécu là-bas, comment on peut enrichir et irriguer le système avec. C'est compliqué, mais ça fait partie de la question de la formation des enseignants. Ils enrichissent le système. Moi, je trouve ça fou qu'on ne demande pas... Alors, autre chose, c'est dans le champ culturel, par exemple, des attachés culturels qui ont été au contact de systèmes et on va dire, d'écosystèmes culturels à l'étranger, en Australie, en Chine, etc. Quand ils reviennent, on leur demande même pas de dire, tiens, comment ça s'est passé, c'est quoi le tissu associatif là-bas, c'est quoi le financement, quels sont les domaines sur lesquels on ne sait pas faire revenir. Donc si on ne sait pas faire revenir, on n'encourage pas à partir. Sur la formation des professeurs de langue vivante, il va y avoir une réforme puisqu'il y a eu le rapport de Alex Taylor, du journaliste anglophone que vous devez sûrement connaître, qui a animé Continental, mais il y a très longtemps, et de l'inspectrice générale d'anglais, Catherine Manès, dont le rapport est tombé au mois de décembre de l'année dernière. Donc la réforme de la formation des profs de langue vivante devrait arriver pendant le quinquennat. En tout cas, être amorcé. Alors je voudrais rajouter quelque chose. Il y a une particularité à la ville de Courbevoie, donc dans le 92, c'est qu'il accueille un établissement international un petit peu comme il y a à Strasbourg, qui est à destination notamment des enfants, des cadres, des employés, des entreprises qui, suite au Brexit, vont quitter l'Angleterre. Et beaucoup viennent s'installer notamment dans le secteur de la défense. Alors je précise bien que cet établissement, qui va être accueilli notamment les locaux de Lucie Aubrac à Courbevoie, n'ont rien à voir avec les établissements publics locaux d'enseignement internationaux. C'est encore un autre dispositif. C'est déjà pour pouvoir accueillir ces élèves-là. Il y a une possibilité, on a une discussion avec Madame Fils, qui est la DAZEN, des Hauts-de-Seine, et il y a quand même une possibilité d'ouverture pour les élèves qui auraient le niveau, puisqu'en fait, les cours seront donnés dans la langue d'origine, notamment en anglais. Donc, ça sera toutes les matières, les maths, enfin tout en anglais. Donc, dès le moment où un élève a la capacité de pouvoir suivre l'intégralité de sa scolarité dans une autre langue que le français, il peut accéder à ce dispositif. Donc, c'est pas fermé pour ça, mais notamment, voilà, donc c'est bon à savoir, mais c'est différent de l'autre dispositif qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, alors c'est vraiment dans une logique de passer le bac international, de passer le bac européen. Donc on est encore sur un cran au-dessus. On est directement dans l'ensemble, tout est fait en anglais. Il n'y a pas du tout de français. Enfin, dans le cadre, ça pourrait être une autre langue aussi, hein, ça pourrait être de l'allemand, etc. Mais c'est cette logique-là. Il ne pourrait pas, enfin je rebondis sur madame, je ne connais pas forcément le sujet, mais je me dis,
À l'étranger, c'est un peu plus souple, hein, je connais aussi un petit peu, mais des parcours personnalisés pour ces enfants-là, valider notre matière au lieu de l'anglais. Enfin, justement, je peux en profiter. Ouais. Par rapport à ce que vous dites, bien sûr, et pour ma fille qui, elle, a eu un professeur qui était plus compréhensif, en fait, pendant le cours d'anglais, elle est allée faire plus de français. Voilà, voilà, au cas par cas. Voilà, là, le fait est que voilà, c'est un professeur qui avait le sentiment d'être qu'on prenait sa place quelque part. Voilà, c'est un manque de confiance en elle, j'en sais rien. Mais c'était la crainte que nous avions en rentrant de l'étranger. On avait cherché des établissements internationaux et on n'a pas pu. Mais on a eu la chance quand même de pouvoir le mettre à Pasteur, où effectivement il a perdu toute envie d'anglais. Donc c'est un peu dommage. Merci. Moi je suis parent d'élèves et puis je suis agent public dans une commune. Et on se pose la question, alors ça sort sûrement du champ parce que je n'ai pas étudié en profondeur la loi, hein, je suis navrée. Mais justement, comme vous parliez d'attaché culturel, je rebondis sur la culture. Parce qu'aujourd'hui, elle est détachée des écoles. C'est en fonction, comme vous parlez aussi d'égalité, là, la question est quel parcours culturel on peut donner à l'enfant de la maternelle jusqu'au lycée. C'est notre questionnement, hein, parce qu'en plus, les écoles sont gérées par les villes, les collèges par les départements, les lycées par les régions. Et notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on attend aussi un engagement des enseignants de monter un projet. Sauf que si l'enfant n'a pas la chance d'avoir cet enseignant ou ces différents enseignants qui montent les projets, au final, il n'aura jamais eu profité, en tout cas, des possibilités de découverte culturelle, que ce soit musique, patrimoine, etc. Donc je ne sais pas si vous avez posé cette question-là au niveau de... Alors, ce n'est pas dans ce projet de loi, mais c'est déjà dans le cadre d'un plan qui a été annoncé par Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen en septembre 2018 et qui, justement, veut soulever ces contraintes d'avoir d'un côté l'éducation et de l'autre côté la culture, et que même si le concept d'éducation culturelle et artistique, enfin artistique culturelle je devrais dire, existe depuis plusieurs années, c'était compliqué de le mettre en place. Ce plan présenté en septembre 2018, il va justement garantir qu'il y ait un parcours, cette notion que vous avez touché du doigt justement, cette notion de parcours. Dès la maternelle, l'idée c'est de sensibiliser à la musique. Au collège, vous allez avoir plus de pratiques théâtrales. Vous allez avoir la possibilité, et c'est déjà, et on n'est pas obligé d'attendre la rentrée prochaine, c'est la découverte du cinéma, les ciné-clubs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu bénéficier des ciné-clubs. On connaît depuis plusieurs années Collège au cinéma, mais qui ne touche pas non plus tout le monde. Pour en revenir, on est à peu près 1 élève sur 10 qui va être touché par l'éducation artistique et culturelle justement par rapport au bon vouloir. Là, c'est de le pousser plus loin. Et le ciné-club, vous avez déjà la possibilité de le faire au sein des collèges et des lycées, parce que, dans chaque lycée, a priori, on a un vidéoproche. Ce qu'on n'arrivait pas à avoir, c'était ce qu'on allait mettre dedans, puisque montrer un film, normalement, vous avez des droits. Il y a des droits qui sont attachés, il y a des droits d'auteur. Là, sur la plateforme de France Télévisions, qui est mis à la disposition de tout le système éducatif, vous avez 50 films qui sont complètement montrables dans n'importe quel établissement. C'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir ces droits-là et d'avoir la volonté de le faire. Ça va aussi avec le fait que depuis cette année, vous avez un César des lycéens qui est remis. On avait le concours des lycéens depuis plusieurs années. Depuis cette année, il y a un César des lycéens. Donc, dans ce
dans ce plan, non seulement on a augmenté le budget dédié à l'éducation artistique et culturelle, mais aussi on a travaillé depuis 2017 à ce que les administrations se parlent. Et ça, c'est une vraie gageure. C'est-à-dire que vous aviez, et moi je l'ai vécu avec d'autres administrations, où vous avez des administrations qui considèrent que parler avec l'administration d'un côté, c'est pas de leur ressort. Dans notre monde qui est de plus en plus transversal, c'est plus entendable. Donc là-dessus, vous avez une haute autorité qui est en ce moment présidée par Emmanuel Etis, qui était jusqu'à hier un recteur de l'Académie de Nice, qui vient d'être recteur de l'Académie de Bretagne. Donc lui, en tant que recteur, il a quand même une vision sur ce qui a pu être fait au sein de l'Académie. Il faut maintenant que les artistes et les acteurs culturels prennent leurs responsabilités. Dès 2017, on a dit ce serait super de faire une rentrée en musique. Alors, je ne sais pas si ça a été fait dans les établissements que vous pouvez fréquenter. On peut le faire en invoquant, en invitant la chorale de l'établissement à se dire, bah voilà, l'année dernière, vous avez vu tel titre. Ce qui serait bien, c'est que pour l'accueil des CP cette année, vous révisiez ce titre-là, et hop, on fait appel au CM2. C'est déjà sympa et ça change complètement tout. Si en plus, on peut avoir des artistes qui se mobilisent ce jour-là pour mettre 3 coups de guitare par-dessus, c'est encore mieux et ça permet de montrer ce fort lien. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'au niveau local, les liens se créent entre l'établissement et l'établissement scolaire et peut-être l'atelier d'artistes à côté. Et ça, pour le coup, on attend beaucoup des communes pour pouvoir le faire. Ils sont en lien avec les établissements parce que, en tant que commune, ils gèrent les écoles primaires, par exemple, mais ils connaissent aussi les associations. Donc ça, il faut pouvoir le faire. Alors on va prendre juste très brièvement les 2 dernières questions puisqu'on va devoir terminer. Bonjour, donc moi je suis donc un papa d'enfants et tout ça. Ce que j'ai eu là pendant les 2 heures, mon métier moi c'est l'agilité, le coaching et j'aime beaucoup la notion dans la loi d'expérimentation. Sauf que j'ai trop l'impression de voir dans la partie gouvernement, administration et tout ça qu'on va sur des grands projets, sur des grandes choses et que souvent on a du mal à voir comment une expérimentation, elle peut sortir du lot, devenir une généralité. Moi, c'est mon quotidien. Et je trouve que ça transparaît pas assez en fait dans cette partie-là. Déjà de donner la possibilité d'avoir le droit à l'initiative. Je pense que pour avoir échangé avec plein d'enseignants, ils se le refusent des fois. Pas parce que pas parce qu'ils veulent pas le faire, parce qu'il y a trop de bâtons dans les roues. Et de l'autre côté, de dire une fois qu'on l'a faite, c'est bien, on l'a faite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être généralisé à l'échelle de la France? Voilà. Alors, très bonne question. J'y réponds direct avant qu'on écoute la dernière. Moi, j'avais interrogé le ministre justement sur l'expérimentation. L'expérimentation, elle est autorisée. Dans le Code de l'éducation, vous y avez le droit. Sauf que, vous l'avez bien dit, on a l'impression que expérimenter, ce serait se mettre en danger, parfois par rapport à sa hiérarchie, par rapport à ses collègues qui disent t'expérimentes tellement que nous, on va nous demander d'expérimenter aussi, et donc s'il te plaît, calme-toi. C'est très dommage. Et puis une fois qu'il y a eu des expérimentations qui ont été tentées, et une fois qu'on a des enseignements, c'est pas du tout diffusé, c'est pas du tout valorisé. Donc là-dessus, il y a... dans les prochaines semaines, et on va dire peut-être les prochains mois, justement, on va y avoir une plateforme de mise en commun des enseignements de ces expérimentations. Jusqu'ici, elle existait sur Canopé, mais alors il fallait être un as de la recherche sur Internet pour essayer d'y aller. Là, va être lancé, alors je crois que ça s'appelle Innovatech. Ça a pris un peu de retard par rapport à ce que l'éducation voulait faire, mais tout l'enjeu, c'est de dire comment je vais pouvoir en faire un instrument de repérage, comment, par exemple, très facilement, un enseignant va pouvoir dire, voilà ce que je fais, en répondant à 3 questions, en disant, voilà, et puis si on a envie d'en savoir plus, on peut. Mais surtout, mise à disposition de la communauté éducative et pas que les enseignants, de ces expérimentations qui peuvent en inspirer d'autres. L'idée, c'est pas forcément
expérimenter pour que ça soit généralisé partout. Ça peut être généralisé au cas pertinent. Mais en tout cas, c'est tellement dommage de voir toute l'innovation qui peut être faite au sein des classes, au sein des établissements, et on se dit, mais c'est tellement dommage, vu que vous avez passé peut-être 6 mois à essayer de trouver la bonne formule, et ce tâtonnement, vous pourriez l'éviter à certains de vos collègues, que pour moi, il était essentiel que ce droit à l'expérimentation, il soit plus simple, parce qu'on va tout regrouper au sein de l'éducation, donc il va être plus simple à lire, plus simple à être opposable aussi, à se dire c'est dans cet article-là, j'y ai le droit, je le fais, et qu'on valorise les produits de ces expérimentations et ceux qui les portent aussi. Ceux qui les portent, ceux qui prennent des risques donc, et qui prennent des initiatives, pour reprendre votre mot. Donc, voilà, Innovatech à surveiller dans les prochains moments. Oui, tout d'abord, je sais que vous devez partir là incessamment, donc je vous remercie de nous avoir donné la parole, en tout cas, pour nous exprimer sur l'école de la confiance. Et c'est pas franchement une question que je vais poser comme tout à l'heure, c'est plutôt une réflexion. Sur ce projet de loi qui arrive là maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est toujours bien de se replacer d'où l'on parle et d'où les gens reçoivent le message. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 30 dernières années, le premier degré, mais bon, je pense que le ministre le sait très bien, parce qu'il y a des chercheurs qui mènent des enquêtes sur et le premier et le second degré. Mais sur le premier degré, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 20 ans, les réformes se sont succédées et en fait, elles se sont intensifiées depuis 10 ans. Et donc, les enseignants, il faut quand même avoir en tête que ils ont quand même une certaine souplesse, même si on a l'impression qu'ils sont très rigides et qu'ils restent toujours dans leur classe à faire toujours la même chose. Mais on leur demande toujours de, en fait, se réformer en quelque sorte, entre guillemets. Et donc ça, il faut quand même en avoir conscience, parce que même si je participe pas aux grèves, etc., je comprends, et en tout cas, j'ai beaucoup d'empathie pour le corps enseignant dont je fais partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'avoir trop de réformes, tu les réformes, quoi. On n'a plus du tout envie d'être réformé. Et donc, cette loi de la confiance, si vous ne l'amenez pas comme une plus-value, ça va faire pchit comme toutes les autres réformes. Parce qu'en fait, l'enseignant, quand il entend école de la confiance, quand il entend que oui, il faut des écoles à l'international, oui, il faut plus d'anglais, oui, il faut l'école pour tout le monde. Et quand on va dans le détail du projet, moi, j'ai peur de creuser les inégalités, parce que pourquoi il y aurait des écoles internationales à certains endroits et puis il n'y a pas d'autres ? Parce que clairement, pourquoi on n'aurait pas l'anglais dans toutes les écoles de France ? Dès la maternelle, on peut se poser cette question. Donc j'en reviens toujours au nerf de la guerre, c'est-à-dire le budget. C'est-à-dire comment est réparti le budget d'éducation nationale pour que cette école nationale, elle soit sur tous les territoires. Et donc voilà, c'était juste ma réflexion sur le premier degré. Il est tout le temps réformé et il faudrait que cette loi, on ait l'impression que ce soit une plus-value, mais ça peut être aussi une plus-value salariale, on va dire, hein, parce que clairement, dans chaque entreprise, quand on amène un projet, il y a aussi cette dimension. Or, dans l'éducation nationale, on n'a pas le droit de parler de notre salaire, on n'a pas le droit de parler de notre vie. Non, mais c'est vrai. Moi, quand je suis rentrée à l'éducation nationale, c'est par vocation, c'est pas du tout pour avoir de l'argent. C'est ce qu'on me dit encore maintenant. Or, à un moment donné, un enseignant qui a 50 ans, il pense aussi à l'argent, je ne sais pas ce que vous en pensez, et à son niveau de vie. Hein. Voilà, comme les chefs d'entreprise, comme tout un chacun, comme même l'ouvrier qui doit finir ses fins de mois. Et donc ça aussi, il faut aussi l'avoir en tête. Je sais que les politiques pensent à beaucoup de choses, mais d'amener cette loi en pensant à tout ça, je pense que ce serait bien. Tout simplement. Voilà, merci. Mais vous avez raison, hein, c'est le nerf de la guerre. Je ne pense pas que vous n'ayez pas le droit de parler de salaire et de rémunération. Et il y a juste quelques données à prendre en compte. Le premier degré, on sous-investit dans le premier degré en France par rapport aux autres pays de l'OCDE. La rémunération des professeurs du premier degré en France est complètement différente. C'est là où il y a une plus grande disparité, par exemple avec la rémunération des professeurs en Allemagne. Il y a vraiment eu un sous-investissement, aussi bien dans la rémunération que dans les moyens qui étaient alloués dans l'accompagnement des élèves. Donc,
une fois qu'on a dit ça, comment on trouve les moyens de convaincre qu'il faut investir plus à certains endroits, de manière beaucoup plus égalitaire, ou en tout cas équitable, je préférerais d'ailleurs dire équitable. Il ne faut pas se dire que parce qu'on favorise la création de certains établissements, ça va embêter les autres. Ce n'est pas parce qu'on favorise le dédoublement des classes des CP et de CE1 que ça va venir gréver la vie des autres. Moi, je pense que vous avez raison, en complément de ce projet de loi, qui n'est pas la politique éducative dans son entier dans le projet de loi, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les contenus ne relèvent pas de ce projet de loi, il y a encore à se poser la question des directeurs d'école, la question de se poser aussi sur la formation, le recrutement. Aujourd'hui, quand vous voyez le niveau d'investissement des professeurs et leur rémunération, on n'arrive pas à attirer des gens. Clairement, ça veut dire que demain, il n'y aura plus de professeurs. On ne peut pas se le permettre. Donc, oui, c'est un véritable chantier. Et pour autant, quand on est sur une école qui a vu sa massification quasiment totale, on a un personnel sur lequel on n'est pas justement dans une entreprise de 50 personnes, on a 1 million de personnes. Je ne sais pas, mais Édouard Jaffray, qui est le DRH de l'éducation nationale, c'est je sais pas, il doit être le meilleur DRH du monde. Il a 1 million de personnes à pouvoir emmener vers plus de formation, plus de motivation. C'est un truc, mais c'est incommensurable. Nous, si on a plus de billes pour évaluer que telle expérimentation est la bonne, ça nous donne plus de billes pour valoriser. Mais nous ne pouvons pas réduire à la question de la question financière. Après, il faut ouvrir tous les champs. Je vous dis un truc, ça va être horrible. J'hésite à finir cette réunion là-dessus, mais bon, disons-le. Allez hop. La question du rythme, il est effréné en période de non-vacances. Et quand on parle des vacances, c'est là où on creuse des inégalités. Pendant 2 mois, vous n'avez pas école. Et ben quand vous avez vos parents qui ne peuvent pas vous payer la bonne colo ou qui ne peuvent pas vous emmener découvrir le monde, c'est là où se creusent les inégalités. Et franchement, si on doit remettre tout sur la table, il faut aussi se dire quel est le rythme de l'enseignement, quel est son rythme par rapport à l'ouverture aussi au reste de la société. On peut ouvrir plein de champs. Moi, je suis fille d'institutrice, donc le quotidien d'une institutrice, je vois ce que c'est. C'est une institutrice dédiée, dont mon père, qui était fonctionnaire, aimait bien se moquer gentiment en disant « mais tu passes beaucoup trop de temps à l'école et pour tes élèves ». Je l'ai vu vraiment s'investir à fond et être passionné par son métier. Je pense que ça qualifie la majorité des enseignants. Il faut qu'on puisse le reconnaître, mais il faut aussi qu'on puisse emmener vers une façon différente des enseignants d'exprimer leur talent. Et j'en finirai par là. La formation, formons ceux qui forment tout au long de leur vie. C'est pas possible. On ne peut pas se contenter de cette formation initiale. Ce n'est pas possible. Donc gros chantier sur la formation. Gros chantier. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu participer à cette rencontre débat. Merci Madame la députée. Merci d'avoir accordé ce temps à la PEP et aux parents d'élèves pour répondre à toutes ces questions qui suscitent beaucoup d'angoisse aujourd'hui chez nos parents. Bonne soirée. Bonne soirée.